Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Avez-vous été surpris, j'allais pas dire par la victoire, par l'ampleur, par la nature de la victoire de Donald Trump? Alors, on peut quand même être impressionné par l'ampleur du score, puisque tout le monde annonçait des résultats assez serrés. Pour vous, c'est pas une élection serrée? Dans un contexte américain, c'est quand même assez net et assez clair. D'abord, net et sans bavure. On disait qu'il y aura des contestations de toutes parts, c'est pas le cas. Ensuite, quand on commence à analyser la sociologie des deux électorats, on retrouve du grand classique. On voit la carte des États bleus et des États rouges. On voit les différentiels hommes-femmes. On la voit. On voit également selon le niveau d'éducation. Et puis il y a des choses qui ont bougé, qui permettent la victoire. C'est notamment la progression de Trump dans ce qu'on appelle l'électorat des minorités, notamment chez les latinos, où historiquement cet électorat votait très massivement pour les démocrates. Et pourquoi les latinos ont plus voté, en tous les cas? Pourquoi cette progression chez les latinos? Alors, il faut se défier un peu des explications monocausales. On a bien évidemment quand même... Avec une seule cause. Voilà. Jérôme Fourquet, en français dans le texte. Voilà. On a dans cet électorat, comme dans l'électorat en général, comme cette question économique, avec des années Trump qui ont laissé un bon souvenir à une majorité d'Américains, et qui disent, sans théoriser les choses, sous Trump, on gagnait mieux notre vie, la vie était moins dure, on était au plein emploi, etc. Et puis ensuite, on a d'autres phénomènes plus spécifiques sans doute à cet électorat. On l'a vu dans votre reportage, c'est un électorat qui est encore assez religieux. Et Trump s'est adressé à cet électorat religieux depuis longtemps, mais notamment avec ses prises de position sur l'IVG, par exemple. Et c'est aussi, Hubert Védrine en parlait, le retour du bâton ou le retour du balancier d'un centre de gravité de la société américaine qui était allé sans doute très très loin dans la dérive wokiste. Et donc il y a eu à un moment une force de rappel, notamment dans cet électorat latino, notamment chez les hommes latinos comme les hommes afro-américains. Si je suis Jérôme Fourquet, est-ce qu'on peut dire finalement que l'un des grands problèmes pour les démocrates, et en particulier pour Kamala Harris, c'est que effectivement cette évolution woke, entre guillemets, a été non seulement heurtée un cœur d'électorat qui est lui beaucoup plus travaillé par les questions religieuses, on va y revenir, ou traditionnel, ou traditionnel, mais même pour les questions religieuses, on parle beaucoup plus de Dieu aux États-Unis qu'en France. Bon. Et qui est habité par les questions religieuses, et en plus cette évolution woke, c'était les élites et l'État fédéral. Donc est-ce que quand même ça n'a pas été, j'allais dire, la trinité de l'erreur? Alors en partie, et donc c'est pour ça qu'il faut se défier de plaquer trop facilement la grille de lecture américaine sur un contexte européen ou français, parce que comme vous l'avez indiqué, cette dimension du rapport à l'État fédéral, à l'État central, est très importante dans la... Est-ce que c'est vraiment une grande différence, par exemple, entre la France et les États-Unis, le rapport à l'État? Oui, parce que l'État est très présent en France, mais il n'y a pas cette idée très incrustée. On n'est pas anti-étatiste en France. Les Américains ne sont pas anti-étatistes, ils défendent leur État fédéré. Et c'est plutôt l'État central qui va jouer. Vous savez, un des... Ce que disait Guillaume Debray, par exemple, c'est que, par exemple, pour l'Américain moyen, Washington, c'est vu comme pour un Européen, Bruxelles pour un Européen. Un super Bruxelles, effectivement. Et un des slogans des Républicains, c'était assécher le marais. Parce que le marais, c'est le surnom qu'on donne à Washington dans ces milieux-là. Oui. Voir le marigot. Le marigot. Pourquoi Trump est-il aussi mal aimé en France? Sondage Odoxa publié dans les pages du Figaro ce vendredi, 76% des Français qui regrettent la victoire de Trump. Oui, alors il y avait eu d'autres sondages qui avaient montré que si les Français avaient été américains, on reviendra peut-être sur l'américanisation du pays, ils auraient voté massivement pour Kamala Harris. On voit bien... Y compris chez les lecteurs du Figaro. Généralement, Trump, c'est un peu moins
fort, mais les questions qu'on pose au Figaro, qui n'ont aucune valeur sondagière, bien évidemment, mais montrent en tout cas de façon constante que généralement, sauf ces derniers temps, mais il y a toujours une courte majorité anti-Trump. Oui, mais parce que donc on voit les caractéristiques du personnage, ça joue quand même énormément. Et puis c'est un contexte qui est spécifique aux États-Unis. Donc on n'a pas de transposition à faire. Hein. Les Français, je pense qu'ils suivent ça de loin en loin, même si la couverture médiatique a été très très importante. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignements à tirer de ce type de sondage, si ce n'est de dire que voilà, la cote de sympathie, la cote d'amour est quand même. Mais je pense que dans beaucoup d'autres pays occidentaux, on aura à peu près les mêmes chiffres. Hein. C'est-à-dire que Trump était absolument pas le candidat qui était attendu. Pourquoi les Français s'intéressent-ils tant à l'Amérique et les élites françaises ? Alors, nos élites, on voit la couverture médiatique qui a été accordée à ce scrutin, sans doute parce que on a quand même, Hubert Védrine parlait de l'hyperpuissance américaine, intégré le fait que c'est quand même là-bas que ça se passe et que du sort de ce scrutin va dépendre beaucoup de choses dans la marche du monde, y compris ici en Europe. Donc c'est ça qui explique en partie la fascination ou l'intérêt de nos élites vis-à-vis des États-Unis. Et puis cette fascination, c'est aussi une fascination culturelle, mais là qui va être partagée. On a l'impression que c'est Jodassin à chaque fois. Hein. Alors, on est là-dessus, mais alors il y a eu un très bon papier dans le Figaro il y a quelques jours, un papier historique qui rappelait l'accession au pouvoir de Nicolas Sarkozy, l'Américain, qui était parti en pèlerinage aux États-Unis et qui avait dressé un panégyrique de la civilisation, de la culture américaine devant le Congrès américain. Il avait été applaudi à tout rompre. Et donc, c'est nos élites. Mais attention, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est l'ensemble de la société française qui, aujourd'hui, baigne dans ce que j'appelle, moi, la couche yankee. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une américanisation qui a été très progressive depuis, en gros, la libération du pays, l'arrivée des Yankees, le plan Marshall, jusqu'au fameux blockbuster hollywoodien des années 80, McDonald's qui est à la France pour deuxième marché mondial, des milliers de clubs de dance country en France. Et ce qui est fascinant, c'est que chaque île de l'archipel français a son propre imaginaire américain. L'électorat des grandes métropoles mondialisées, ça va être la Startup Nation, le Starbucks Coffee. Dans les banlieues, il y a la culture du rap. Dans la France périphérique, on a les clips de Johnny Hallyday, le Buffalo Grill, hein, je caricature à peine. Et puis, le paradoxe ultime, c'est que l'île de l'archipel qui, sur le papier, se devrait être la plus anti-américaine, la gauche radicale française, aujourd'hui, tout son logiciel idéologique a été puisé dans les campus américains, la cancel culture. Et elle a inspiré une partie de cette culture-là, de cette idée. Alors, on a appelé ça les French Theory. Oui, alors il y a très longtemps, mais qui a été très revisité à la version américaine. Et vous voyez que c'est plus du tout Cuba, le Vietnam ou l'URSS ou la Chine. C'est aujourd'hui le logiciel de la gauche radicale française est aussi US. Après la chute du mur de Berlin, on a vu une flambée d'anti-américanisme dans les milieux de la droite souverainiste et de l'extrême droite française, Jean-Marie Le Pen ayant parfaitement incarné ça à partir de la guerre des guerres du Golfe de 1991. Mais est-ce que eux-mêmes, cette tendance-là, elle-même ne va pas être justement américanisée avec Trump ? Alors, on l'a déjà vu en 2016, et on voit comment les mines sont assez réjouies du côté du Rassemblement national à l'annonce de la victoire de Trump, en disant quelque part c'est nos thèses qui se sont imposées outre-Atlantique, et c'est peut-être de bon augure pour la suite des opérations ici en France. Cette évolution, au plan géopolitique, il faut aussi l'intégrer avec le fait que, après le 11 septembre 2001, on a vu cette menace de l'islamisme radical et du djihadisme devenir la principale menace au plan géopolitique, et également avec des rhizomes qui se sont développés jusque au sein de la société française. Et donc cette nouvelle donne-là explique aussi comment une partie de la droite radicale française
ou de la droite nationaliste a pu, par réflexe de conflit de civilisation, si vous voulez, rejoindre la bannière américaine. On a le même mouvement qui s'est opéré. Samuel Huntington. Voilà, et il y a le même mouvement qui s'est opéré dans ces milieux-là vis-à-vis d'Israël. La re-sionisation de l'extrême droite française. D'une partie de l'extrême droite française, oui. Est-ce que cette fascination pour l'Amérique, alors là je parle au niveau français global, élite et pas élite, mais parfois ne nuit pas à la compréhension et l'étude de la politique américaine et n'explique pas parfois qu'on est aveuglé et qu'on ne voit pas que c'est un pays différent et qui a son fonctionnement et qui élit des gens comme Donald Trump? Oui, parce qu'on a une image peut-être un peu déformée des États-Unis. Idéalisée. Alors en grande partie, via encore une fois en bon français, la pop culture, les séries télé, etc. Les Français n'ont pas forcément conscience de la grandeur, j'allais dire au sens géographique du terme, de ce pays, qui n'est pas un pays mais qui est un continent. Et donc entre la Floride, les Grands Lacs, la côte Est et la côte Ouest, c'est des mondes qui sont très différents. Et ça, on n'a pas forcément intégré les choses, mais on baigne quand même dans cette fascination. Moi, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, c'est en 2022, quand la Cour suprême américaine est revenue sur une fameuse jurisprudence qui garantissait l'accès à l'IVG. Eh bien, il y a eu un très large consensus dans la classe politique française pour immédiatement constitutionnaliser le droit à l'IVG ici en France, comme si on était le 51e État américain, alors que objectivement, vous voyez que dans la société française, ce droit à l'accès à l'IVG est absolument pas remis en cause. Les opinions n'ont pas du tout le même rapport à cette question-là, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, mais ce qui moi m'avait frappé, c'était oui, alors exactement, mais que pour autant notre classe politique, par mimétisme, s'est dit, en fait, c'est comme si on était gouverneur d'un État fédéré américain et qu'on disait, voilà, depuis que la Constitution américaine ne protège plus l'accès à l'IVG, il faut vite que dans notre propre État, on mette en place cette protection, comme si, encore une fois, on était le 51e État américain. Est-ce qu'on est gallo-ricain, comme le disait Régis Debray? Alors, moi, je pense en partie oui. On faisait une parallèle entre l'Empire de Rome mais qui avait des provinces qui étaient un peu plus couleur locale. Donc, il y avait les gallo-romains, il y a les germano-romains. Voilà, mais que les ibéro-romains. Un fond de sauce, si on peut dire, qui est aujourd'hui commun. On voit le progrès de l'anglais. J'ai parlé tout à l'heure de l'alimentation, on pourrait parler de la musique, toute une série de références, même et nos élites. Et alors, ce qui est très fort, c'est que ce sont nos élites, mais aussi l'ensemble de la population. Et vous citiez Régis Debray. Régis Debray a cette belle formule. Il dit, bon, bien évidemment, la société française ou la France a toujours été poreuse aux influences culturelles étrangères. On se rappelle de la Renaissance et de l'influence de l'Italie. Sauf que, rajoute Debray, à l'époque, personne en France ne parlait italien. Et donc, on voit quand même le degré d'imprégnation qui a significativement changé. Et ça, vous le mesurez dans votre livre. On va y revenir dans un instant. Juste un mot. Dans l'actualité aussi, Jérôme Fourquet, le meurtre le week-end dernier de Nicolas devant une boîte de nuit dans la banlieue de Valence. Le meurtrier... La boîte de nuit s'appelait The Seven. Et la boîte de nuit s'appelait The Seven. Et elle était dans la banlieue d'une ville. Tout à fait, Valence. Donc, le meurtrier présumé, lui, est retrouvé près de Marseille. Un commentaire par rapport à ça? Alors, la même nuit, il y a une fusillade également à Poitiers. Et dans les deux cas, manifestement, l'enquête semble indiquer que ces deux affaires sont liées au trafic de drogue. Ouais. Et donc, ce sont les énièmes manifestations de l'ampleur qu'a pris ce trafic. Lui, il a pris une balle perdue. Oui, dans les deux cas, manifestement à Poitiers. Et donc, on a aujourd'hui énormément d'argent qui est brassé par ce trafic, des organisations qui se structurent de plus en plus, et on assiste depuis quelques mois ou années à des franchissements de seuil continus. J'en veux pour preuve le fait que ces fusillades se multiplient, mais cela avait été aussi commenté dans vos pages, et de manière stupéfiante, si vous me permettez l'expression, cette conférence de presse
organisé par la fameuse maintenant DZ Mafia, en reprenant les codes du FLNC, avec des hommes cagoulés de noir, un drap avec le logo de l'organisation, pour justement, dans une affaire précédente qui avait eu lieu à Marseille, indiquer que cette organisation, la DZ Mafia, n'était en rien responsable des 2 meurtres qui avaient endeuillé la cité phocéenne quelques jours plus tôt. Comme l'aurait fait le FLNC. Comme l'aurait fait le FLNC à la grande époque. Et cette vidéo s'adressait, cette conférence de presse s'adressait au procureur de la République, donc on parlait d'égal à égal. Ouais. Le défi n'est plus terroristo-politique, maintenant il est complètement mafieux. Voilà. Justement, Bruno Retailleau, Didier Migaud lance une grande opération contre le narcotrafic. Est-ce qu'elle peut réussir? Est-ce que, justement, elle répond au défi? Alors, on regarde ce que vous avez pu observer, hein, vous n'êtes pas criminologue. Non, on verra quelle est la nature des mesures. Là où je note peut-être une inflexion, c'est que, de nouveau, sous l'impulsion de Bruno Retailleau, on met dans l'équation le consommateur. Parce qu'il était toujours le grand oublié, et quand Gérald Darmanin avait indiqué qu'il y avait 4000 points de deal en France, et donc il y avait des sommes colossales qui étaient brassées, s'il y a 4000 points de deal, 4000 points de vente, ça veut dire qu'il y a un nombre colossal de consommateurs. Hein. La consommation a explosé depuis les années 90, et c'est aussi à ça qu'il faut s'attaquer. Alors, il y a 2 lectures. La France Insoumise, M. Bompard a dit, voilà, on a perdu cette bataille, il faut légaliser. Les choses doivent se regarder. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que la nature du produit stupéfiant n'a plus rien à voir, le cannabis, avec ce qu'il était il y a 30 ou 40 ans. Le taux de THC, hein, donc c'est la substance active, est passé de 2 à 3% du produit à près de 30%. Aujourd'hui, donc c'est un produit qui est beaucoup plus puissant, et le nombre de consommateurs a littéralement explosé. Et donc, sans doute que le plan de lutte va viser à professionnaliser encore davantage l'appareil répressif, en disant on va avoir un parquet spécialisé comme le parquet antiterroriste, on va donner des moyens supplémentaires. Et donc on peut essayer de casser ces filières, mais il faut à un moment s'attaquer au problème qui est le suivant, c'est comment se fait-il que des millions de Français consomment régulièrement ce type de substance. Et votre réponse? Il n'y a pas de réponse. Est-ce que vous le liez, par exemple, on va y revenir là maintenant, à la disparition de la matrice catholique? Alors je fais pas ce lien-là avec le cannabis. En revanche, la volonté de retrouver des paradis artificiels ou comme ça. Alors, mais il y en avait d'autres. Mais qui sont plutôt en perte de vitesse. Regardez ce qui se passe dans la filière viticole, où la consommation de vin, notamment de vin rouge, qui avait une place à part. Alors, pour ce coup-là, on pourrait rejoindre la matrice catholique avec le vin de Metz, a beaucoup reculé ces dernières années, notamment dans les jeunes générations. Et on voit, là aussi, je suis en train de travailler sur ces sujets-là, les transformations de nos paysages. On va lancer un énième plan d'arrachage de vignes dans toutes les régions viticoles françaises, notamment dans le Bordelais, au moment même où la consommation de cannabis et d'autres produits stupéfiants n'a jamais été aussi importante. Et donc il y a peut-être, alors c'est un des éléments d'explication, mais un phénomène de substitution en termes de pratiques culturelles. Vous voyez que c'est assez profond, où la consommation récréative ou la consommation dans un but de s'échapper de sa condition, dans certaines populations, peut avoir glissé en l'espace d'une à deux générations. De l'alcool à la drogue. Alors du vin, en tout cas du vin à la drogue. Ouais. On va y revenir justement, et sur cette question de la matrice catholique. Moi, je voudrais vous faire écouter l'analyse, et en tout cas le témoignage d'une journaliste qui était à votre place hier. Elle s'appelle Louise El Yafi. Elle a enquêté sur la montée du djihadisme chez les femmes et le rôle qu'elle joue dans le djihadisme, et également ce que, pour ces femmes qui sont devenues djihadistes, l'islamisme et l'islam radical apportent justement dans la construction de leur féminité. C'était assez inattendu, et je vous propose d'écouter, on y revient juste après. Elles trouvent un intérêt dans les promesses que leur font les islamistes, et c'est notamment... Alors, il y en a plusieurs, ça dépend aussi de là où vous vous trouvez, mais ça peut être l'intérêt de retrouver une forme de féminité perdue, de rôle de la femme qui... vous avez par exemple beaucoup de témoignages de femmes qui considèrent que le féminisme occidental est un leurre, qu'elles ont complètement perdu leur statut de femme. Donc c'est une forme de reprise en main de leur féminité, et c'est aussi pour celles qui justement considèrent qu'elles sont effacées dans la société en tant que femmes, reprendre un rôle qu'on leur propose, et qui est un rôle très important.
Jérôme Fourquet, on est un peu loin de vos livres sur la métamorphose française, mais est-ce qu'on n'est pas justement là, dans ce que décrit Louise Aliafi aussi je rappelle, le point de départ de cette enquête, il est très intéressant, c'est l'attentat raté contre Notre-Dame, fait justement que par des filles. Est-ce que la montée de l'islamisme, la montée de l'islam aussi, n'est pas une réponse à la disparition de la matrice catholique ? Alors, il faut essayer de serrer les choses. On voit aujourd'hui que l'islam et l'islamisme recrutent d'abord et avant tout dans les milieux ou dans les familles qui sont historiquement originaires des pays du Maghreb, d'Afrique subsaharienne ou de Turquie. Alors que l'effondrement de la vieille matrice catholique s'observe, j'allais dire mécaniquement, plutôt dans la population qui était non issue de l'immigration. Une fois qu'on a dit ça, on voit néanmoins comment les questions existentielles, les questions spirituelles qui peuvent tarauder une partie de la population n'ont pas disparu du paysage. On a un Français sur deux qui se pose des questions, que ces sujets travaillent. Sauf que, j'allais dire, l'offre traditionnelle, l'offre classique, est aujourd'hui en grande perte de vitesse. Et donc, on va chercher à des réponses, là on peut les trouver. Donc soit, j'allais dire de manière très structurée et très packagée, comme on dirait en bon français. Donc ça peut être pour certains une conversion à l'islam qui va donner un code de conduite sur sa vie de tous les jours avec une... On observe une augmentation sur ça ? C'est pas énorme. Mais vous voyez... là aussi sur quelque chose de très intégré, ce qui se passe avec les courants évangéliques, qui là du coup c'est aussi une petite métamorphose française dans le monde protestant, passer des courants luthéro-réformés ou calvinistes à aujourd'hui une très forte proportion de cette mouvance protestante qui est d'obédience évangélique et américaine et en partie américaine. C'est un changement majeur. Donc soit ça, soit d'autres formes de spiritualité qui sont très en phase avec l'époque, c'est-à-dire qu'il laisse une large part à l'autonomie individuelle. Un peu comme chez McDo où on vous dit venez comme vous êtes. Donc soit on est très structuré, vous achetez tout le menu, soit on va pouvoir bricoler et faire une espèce de bricolage spirituel. C'est toutes les théories du développement personnel. Vous voyez comment le yoga peut être pratiqué dans Est-ce que le yoga est une religion ? Alors, tout dépend de comment vous le pratiquez, ce que vous y mettez. Mais on a une partie de la population qui est adepte du yoga, qui, sans doute, le conçoit davantage que comme une simple discipline de gymnastique et qui y voit aussi une philosophie de vie. Le psy a-t-il remplacé le prêtre ? Alors c'est une question un peu provocatrice qu'on pose dans le livre, puisqu'on voit comment le recours au psy a littéralement explosé depuis une quarantaine d'années en France, et que c'est devenu un peu comme dans les séries américaines un personnage tout à fait identifié dans la société contemporaine. Et quelque part, si on voulait user d'une formule, on pourrait dire que le confessionnal ou la confession a été remplacée par la séance chez le psy, parce que sans doute... C'est un reversement de l'histoire, parce que il y a un certain nombre justement d'écrits qui racontent que l'exercice de la psychologie lui doit beaucoup, depuis avant même la création de la discipline, à l'exercice de la confession. Mais voilà, parce que quelque part, ça renvoie sans doute à des mêmes mécanismes psychiques ou à des mêmes besoins d'être écouté, de pouvoir s'exprimer, etc., et qui ne sont plus remplis par, j'allais dire, l'Église traditionnelle, et donc ces fonctions n'ayant pas disparu avec l'organe, si je puis dire, eh bien, il faut trouver d'autres lieux pour y répondre. La boucherie du terroir, je vous présente la petite ville de Chalais, dans le sud de la Charente, un peu moins de 1000 habitants, autour de 1000 habitants. La boucherie du terroir, qui fabriquait des produits à base d'une spécialité locale qui était le veau sous la mer, a fermé. Et le commerce a été vendu à une boutique de tatouage. Est-ce que c'est anecdotique ? Est-ce que c'est un hasard ? Ou est-ce que c'est un signe des temps ? Alors c'est sans doute un signe des temps.
On voit comment la consommation de viande rouge diminue en France, alors à la fois pour des raisons financières, mais également pour des raisons d'injonction sanitaire ou écologique. Et donc on se reporte sur d'autres types de viande ou le sans viande maintenant. Et dans le même temps, c'est également un des objets d'études dans le livre, on voit comment une pratique qui était totalement impensable au sens premier du terme, ça ne venait même pas à l'esprit il y a encore 50 ans, le tatouage a aujourd'hui pignon sur rue, y compris dans le village qui vous est cher. Et donc si un tatoueur est venu s'installer ici, peut-être il était natif de ce terroir-là, mais c'est sans doute qu'il a pensé qu'il y aurait une clientèle suffisamment nombreuse. On rappelle qu'aujourd'hui, on a plus de 20% de la population française qui est tatouée, et on a plusieurs 6 à 7 000 artisans tatoueurs en France, et donc c'est pas complètement étonnant qu'il y en ait un jusqu'à y compris dans la petite commune de Chalais. Le complotisme est-il seulement de droite ? Alors je pense que le complotisme, c'est une façon de voir le monde, et qu'il y a des théories du complot qui sont très très différentes. On parlait d'américanisation tout à l'heure. Moi, la définition d'une structure de pensée complotiste peut être résumée dans le slogan d'une célèbre série télévisée américaine des années 80-90 qui s'appelait X-Files et qui disait « La vérité est ailleurs ». Mais parfois c'est vrai. Alors parfois ça peut être vrai, mais à partir du moment où votre premier réflexe c'est de penser comme ça, là il y a de sérieuses raisons de penser que vous avez un penchant qui peut être complotiste, mais vous voyez que c'est une démarche, c'est une approche, et donc on peut avoir des complotismes de gauche, de droite, d'extrême droite et d'extrême gauche. Et même d'extrême centre, quand on nous explique que la victoire de Trump, la victoire du Brexit ou les scores des partis nationaux populistes en Europe sont d'abord ou en grande partie à expliquer par la main de Moscou qui, via les réseaux sociaux, aurait fait pencher la balance. Peut-être qu'ils ont joué à la marge, mais c'est se voiler la face et de ne pas vouloir voir les causes profondes qui ont produit ces effets électoraux. Est-ce que justement il n'y a pas une maladie des élites et des médias français qui s'appelle le déni ? Alors, vous savez, dans un livre précédent, j'avais parlé du syndrome de Budapest, puisque on avait retrouvé dans les archives de l'IFOP, qui est une vieille maison, un sondage qui avait été fait en 1956 en France au moment des événements de Budapest, quand l'insurrection hongroise avait été écrasée par l'armée rouge. Et on avait demandé à l'époque un échantillon de Français quelle était de leur point de vue la cause de ce soulèvement. Et donc une grande majorité de Français nous disaient le besoin de liberté, la misère qui régnait, la volonté de retrouver son indépendance nationale. Et il y avait un seul électorat qui très massivement voyait les choses très très différemment. Au hasard, c'était l'électorat communiste qui disait c'est un complot de l'étranger et la main de l'Église. Et donc, alors qu'il était évident au plus grand nombre que les causes n'étaient pas celles-là, l'électorat communiste, bien évidemment, était sous l'influence de sa presse, de son appareil politique, mais c'était plus profond que ça, c'est-à-dire que reconnaître que ces causes n'auraient pas été celles-là, c'était s'avouer que sa vision du monde et sa grille de lecture. Et beaucoup ont succombé à ce syndrome de Budapest aujourd'hui. Eh bien, là aussi, c'est un mécanisme humain et psychique, c'est-à-dire c'est un mécanisme de protection pour ne pas reconnaître qu'on a eu tort. Et c'est quand même très désagréable de reconnaître qu'on a eu tort. Et c'est répandu. C'est humain. Merci beaucoup. Métamorphose française, c'est le dernier livre de Jérôme Fourquet. C'est clair, c'est pédagogique, parfois effarant, souvent inattendu. Et c'est toujours passionnant. Et toujours, comme toujours, avec Jérôme Fourquet, très très intelligent. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Et c'est aux éditions du Seuil. On se retrouve mardi prochain en direct pour une nouvelle émission. Et l'invité sera Marcel Gauchet. À très vite sur le Figaro TV.